La neige est tombée tranquillement toute la nuit, recouvrant le sol froid d'une douce couverture duveteuse. Le matin, derrière la fenêtre, on entendit un bruissement et un remue-ménage. C'était une volée de mésanges sur le rebord de la fenêtre, attendant avec impatience leur repas quotidien. Vers le mois de novembre, Erin a commencé à les nourrir régulièrement avec une poignée de graines. Les oiseaux s'y sont rapidement habitués, chaque jour, ils venaient chercher leur part. Lorsque les oiseaux ont vu leur fournisseur de nourriture par la fenêtre, ils se sont animés. L'un d'eux a tapé 2 fois sur la fenêtre avec son bec, comme pour dire « Ouvrez, nous sommes déjà là ». Comme il n'y avait pas de graines de tournesol, la jeune femme a utilisé le pain de mie du dîner. Les mésanges ont accepté avec joie cette simple friandise et se sont mises à la picorer avec enthousiasme. Tandis que la femme observe leur activité, de vagues souvenirs de sa lointaine enfance commencent à ressurgir dans son esprit. Autrefois, elle avait l'habitude de préparer une simple friandise pour elle et son jeune frère, Cooper. Il mouillait légèrement le pain et le saupoudrait de sucre. Le gâteau improvisé qui en résultait crissait entre leurs dents, sucré, mais délicieux. Les sucreries sont rares dans leur maison. Parfois, les invités de leur mère, des hommes pour la plupart, gâtaient les enfants avec des bonbons ou des chocolats. Erin se souvint d'une époque où leur appartement gardait encore la fraîcheur des récentes réparations esthétiques. Un apron en dentelle ornait la commode et une nouvelle télévision trônait dans un coin. Sa mère Hélène était alors parfaite, avec d'épaisses boucles blondes et brillantes qui tombaient en cascade sur ses gracieuses épaules. Elle portait une superbe robe en mousseline de soie blanche à fleurs bleues, qui mettait en valeur ses yeux d'un bleu azur étincelant. Ses petits amis sentaient le tabac et l'eau de Cologne. L'un d'eux, Alan, vivait avec elle depuis longtemps. Il souriait gentiment sur son visage couvert de taches de rousseur et faisait toujours des blagues, ce qui en faisait un homme bien aux yeux de la petite fille. Alan était habile de ses mains et savait tout réparer. Il n'y avait pas une seule porte bancale ou un seul interrupteur défectueux dans la maison. Même leur vieille machine à laver s'est remise à fonctionner grâce à son expertise. Le petit Cooper était enchanté par la collection d'outils d'Alan, tels que divers tournevis et fers à souder. Il se tenait près de l'homme, admirant son savoir-faire. Alan ne tolère pas non plus la vaisselle sale et veille à ce que les enfants soient nourris à temps et habillés proprement. Cependant, sa mère n'aimait pas faire la morale et le traitait constamment d'ennuyeux et de tyran. Elle a besoin de légèreté et de vacances tous les jours. Les disputes entre eux sont devenues plus fréquentes et plus vives, laissant présager la fin inévitable de leur relation. Un jour, le sac d'Alan a disparu du garde-manger, ainsi que sa caisse à outils, et le confort et l'équilibre de la maison se sont évanouis. La mère d'Aaron a perdu ses repères et fait la fête à outrance. Les réunions bruyantes se prolongeaient souvent tard dans la nuit dans leur maison. Parfois, la femme ne rentrait même pas à la maison pour dormir. Ces nuits-là, Cooper grimpait sous la couverture avec Aaron, en quête de réconfort. Et la sœur aînée lui murmurait de longues histoires sur les méchantes sorcières, l'intrépide chaperon rouge et les nains travailleurs. A eu cours de l'une de ces périodes troublées, Alan s'adresse à leur voisine, Madame Gordon. Elle lui donne un double de la clé de la porte d'entrée et lui demande de s'occuper de temps en temps de ses enfants. Par ailleurs, elle se plaint de la vie et du manque d'argent. Madame Gordon, une grande brune à la permanente, travaille comme chef du service du personnel dans une usine de la ville. Avec son aide, Alan a réussi à y décrocher un emploi de nettoyeur. Madame Gordon n'a aucune sympathie pour son voisin ivrogne, mais elle a de la peine pour ses enfants. Grâce à un emploi stable, inattendu pour tout le monde, Alan s'est calmé et s'est apaisé pendant un certain temps. Il semblait qu'elle avait enfin retrouvé ses esprits et que tout irait bien dans leur vie. C'est alors que Mindy, la petite fille aux yeux drôles, est née et est immédiatement devenue la préférée de tous. Même le voisin strict ne pouvait s'empêcher de fredonner joyeusement pour elle chaque fois qu'ils se rencontraient. Le père de l'enfant, comme celui d'Aaron et de Cooper, est inconnu. Depuis longtemps, les enfants ne posent plus de questions à leur mère sur leur père, car cela ne fait que l'irriter. Et malgré tout, il l'aimait beaucoup. Et la femme était redevenue la mère tendre et attentionnée d'autrefois, les couvrant de câlins et de baisers, leur chantant des berceuses et faisant frire des crêpes le week-end. Mais très vite, Alan se lasse du rôle de chef de famille responsable.
Le cycle des cavaliers et des compagnons de beuverie a repris. Les nouveaux invités empestent l'alcool et dégagent une odeur de renfermé. Des tatouages bleus apparaissaient sous leurs t-shirts. Au mieux, les enfants reçoivent des regards différents. Au pire, ils se faisaient gronder. Et les amis présents de leur mère n'ont jamais apporté de cadeaux aux enfants. Les soins de Mindy ont été entièrement transférés aux enfants plus âgés, Aaron supportant la majeure partie du fardeau sur ses épaules fragiles. L'argent était extrêmement rare. Pour faire face à tout, elle doit parfois sécher l'école. Mais son ingéniosité naturelle et son esprit curieux l'aident à maintenir de bons résultats scolaires. Les intérêts de l'adolescente passent au second plan et ses quelques petites amies disparaissent de sa vie. Sa mère semble avoir essayé de se noyer dans l'alcool pour engourdir son âme dans une frénésie alcoolique. Même si ce n'est que temporairement. Elle néglige complètement son apparence. Ses cheveux non lavés sont devenus gris, son visage s'est couvert de rides et les poches sous ses yeux sont devenues bleues. Elle devient de plus en plus incapable de travailler. Aaron l'a souvent remplacée et a nettoyé les sols pour éviter que sa mère ne soit licenciée. Puis Hélène tombe à nouveau enceinte et avoue ouvertement qu'elle a décidé de garder l'enfant uniquement pour l'argent de poche. Chaque jour, elle s'asseyait sous le porche avec une bouteille de bière bon marché, sirotant le liquide chaud et nauséabond en fixant un seul point pendant des heures. Aaron a dû travailler dur à la place d'Hélène de plus en plus souvent. Et elle était incroyablement difficile de concilier les études, le travail et la prise en charge de ses jeunes frères et sœurs. Heureusement, Cooper a pris quelques responsabilités. En l'absence d'Aaron, il préparait un dîner simple. En général, il s'agissait de pâtes bouillies ou de porridge, mais sa sœur aînée félicitait toujours le garçon de 12 ans pour son aide. Mindy a alors presque 6 ans. Ce jour-là, Aaron rentre de l'école et remarque une ambulance près de leur maison. En entrant précipitamment dans la maison, elle se figea d'horreur devant le spectacle qui s'offrait à elle. Hélène est allongée sur une civière médicale. Son visage, d'une pâleur mortelle, était couvert de gouttes de sueur froide, et une mare de sang était visible sur le sol à proximité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Murmura la jeune fille, effrayée, en s'agenouillant à côté de la civière. Maman. Maman, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ? Ta mère souffre d'une hémorragie utérine massive. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement, répond l'ambulancier. Aaron décide rapidement, je viens avec vous. Je ne la laisserai pas partir seule. L'ambulancier, pressé, répond nerveusement, non. Les enfants ne sont pas autorisés à monter dans l'ambulance. C'est contraire au règlement. Aaron était très inquiète pour sa mère, sachant qu'elle n'était pas très jeune. Elle était donc déterminée à ne pas reculer. S'il vous plaît, je vous en supplie, je n'interviendrai pas, plaide-t-elle auprès du médecin sévère, les larmes coulant sur ses joues. Voyant ses yeux suppliants s'adoucir, l'ambulancier lui fait un signe de la main et lui dit, d'accord, je n'ai pas le temps de discuter, allons-y. Il s'empare de la civière et l'emmène à l'hôpital. Et il saisit les poignées de la civière. À l'hôpital, on a donné à la jeune fille des couvre-chaussures et on l'a autorisée à attendre dans le couloir près de la salle d'opération. Il y avait de l'activité. Personne ne fait attention à Aaron. Les médecins se précipitent dans la salle d'opération et échangent des phrases. Une femme de 45 ans, un décollement du placenta, une hémorragie massive. À eu bout d'un certain temps, un médecin fatigué est sorti de la salle d'opération. Le cœur d'Aaron se serre d'angoisse, attendant avec crainte le verdict médical. L'homme lui a posé la main sur l'épaule avec sympathie et lui a dit, « Reste forte, ma fille. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais il était trop tard. Votre mère est décédée. » Il s'est arrêté un instant pour permettre à la jeune fille d'assimiler la triste nouvelle et a poursuivi, « L'enfant a été sauvé. Tu as maintenant un frère en bonne santé. » Et la jeune fille eut l'impression que quelque chose de lourd et de mou avait frappé sa tête. Sa vision s'assombrit et sa respiration devint difficile. Le temps et l'espace semblaient ne plus exister. Maman, ma pauvre maman. Les larmes coulent sur les joues d'Éric comme une tempête de grêle. Une femme en blouse blanche l'a tiré de ses pensées en lui demandant, « Vous ne vous sentez pas bien ?» Aaron respire profondément et répond d'une voix tremblante.
Je suis normale, merci. Mais je ne sais pas quoi faire ensuite. Une infirmière âgée s'approche et lui dit, ensuite, vous devriez me donner le numéro de téléphone de votre père. Je n'ai pas de père, chuchote Aaron, désemparé. Eh bien, avez-vous une grand-mère ou des parents plus âgés? La jeune fille a simplement secoué la tête et a répondu, seulement mon jeune frère et ma jeune sœur. Une femme compatissante s'est assise à côté d'elle et a dit, le corps devra être emporté et enterré. Aaron n'a pas pu s'empêcher de frissonner à l'évocation du mot corps. C'était sa mère, la femme qu'il avait aimée, lui avait chanté des berceuses lorsqu'elle était enfant et l'avait réconfortée lorsqu'elle pleurait. L'infirmière a pitié de l'orpheline et tente de l'aider. Sortez, descendez la rue, passez sous l'arcade et entrez dans la cour. Vous y verrez un panneau indiquant rituel service rituel. Ils te donneront toutes les informations dont tu as besoin. Aaron a soudain levé les yeux vers l'infirmière et a demandé, et quand est-ce que je pourrai aller chercher mon frère? La femme l'a regardé attentivement et lui a demandé, quel âge avez-vous? Aaron a répondu lentement, 17 ans. La femme soupira et secoua tristement la tête. Il ira dans un foyer pour bébés. Les yeux d'Aaron se sont remplis d'une lueur d'espoir lorsqu'elle a demandé, quand j'aurai 18 ans, est-ce que je pourrai prendre mon frère? Je ne pense pas, répondit l'infirmière. Les bébés sont généralement adoptés rapidement. Tu ferais mieux de penser à toi. Peut-être seras-tu envoyé dans un orphelinat toi aussi. Cette réponse cruelle mais honnête laissa Aaron sans voix. L'idée d'être séparé de son frère et de sa sœur a bouleversé son monde. En effet, personne ne comprendra qu'ils sont tous indépendants depuis longtemps. Et Aaron est prêt à travailler jour et nuit seulement s'ils ne sont pas séparés. Eh bien, nous avons des voisins et d'autres options, tenta-t-elle d'expliquer. Avant de s'arrêter. L'infirmière a simplement haussé les épaules et s'est tue. Les pompes funèbres lui assurèrent que tout serait pris en charge et lui présentèrent une facture salée. L'âme d'Aaron s'en trouva encore plus lourde. Sur le chemin du retour, elle ne cessa de penser à la façon dont elle annoncerait la triste nouvelle à la petite Mindy et au sensible Cooper. Ses pensées étaient confuses et elle ne remarqua même pas comment elle arriva chez son voisin. Et la voisine l'attendait déjà. Alors, comment allait ta mère? Aaron dut le dire à haute voix pour la première fois. Maman est morte. Elle réussit à faire sortir sa lèvre inférieure en tremblant. La femme réagit avec sympathie et serra Aaron dans ses bras. Puis la jeune fille baissa les yeux, ne voulant pas entrer dans les détails. Elle se souvint de la tête triste d'Aaron et tendit le billet dans sa main. Madame Gordon, pourriez-vous m'aider? Je n'ai que la moitié de la somme, que j'économisais pour mon diplôme. Je vous rembourserai plus tard. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi, répondit Madame Gordon en prenant le billet d'un air sérieux. Lorsqu'Aaron entra dans la maison, une Mindy joyeuse l'accueillit à bras ouverts et s'écria, Hurrah! Aaron est là. Cooper sort de la pièce, un manuel à la main. Tu étais à l'hôpital, demande-t-il, mais il se fige en voyant le visage de sa sœur. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Aaron se dirige lentement vers la cuisine et s'effondre sur une chaise, épuisé. Elle avait l'impression qu'un millier de couvertures avaient été jetées sur ses épaules. Les enfants la suivirent. Mindy fixait sa sœur de ses grands yeux bleuets, incapable de comprendre pourquoi sa gentille Aaron avait l'air si bouleversé. Cooper l'observait avec anxiété. Où est maman? Demanda Mindy avec désinvolture. Aaron se couvrit les yeux un instant et poussa un lourd soupir. Mindy. Maman est partie. Sa voix fatiguée était étouffée. Cooper, qui avait mûri très tôt, retint son souffle avec une expression stoïque. Et elle comprenait parfaitement tout. Comment ça, partie? Demanda la petite fille, surprise. Quand reviendra-t-elle? Demanda Mindy d'une voix confuse. Elle s'est envolée dans le ciel. Répondit Aaron, se souvenant d'une scène de film où la mort d'un parent était expliquée à une jeune héroïne. Sur la lune? Reviendra-t-elle? Mindy la bombarde de questions. Elle ne reviendra pas, mais elle veillera sur nous d'en haut tout le temps, et nous vivrons ensemble amicalement.
L'innocence enfantine des paroles de Mindy aida Aaron à se ressaisir. Et la responsabilité de leur avenir reposait désormais sur ses seules épaules. Elle essaya de prendre les deux enfants dans ses bras, mais Cooper s'éloigna et s'enfuit. Aaron savait qu'il valait mieux ne pas le toucher à ce moment-là, et le laisser seul avec ses pensées. Un peu plus tard, elle entra dans sa chambre. Le garçon était allongé sur le lit, essayant de cacher à sa sœur son visage baigné de larmes. Aaron s'allongea à côté de lui et le serra dans ses bras, comme elle avait l'habitude de le faire lorsqu'elle lui racontait des histoires à l'heure du coucher. C'est terrible. Et c'est douloureux, Cooper. Mais j'ai toi et Mindy. Nous sommes une famille. Nous traverserons cette période d'ombre ensemble, n'est-ce pas? Chuchote-t-elle à son frère. Pendant ce temps, la plus jeune sœur est entrée dans la pièce et a déclaré « Pourquoi vous cachez-vous tous les deux de moi ?» Elle grimpa et s'installa entre eux. Cooper n'y vit pas d'inconvénient. Ils restèrent ainsi blottis l'un contre l'autre jusqu'à la tombée de la nuit. Aaron leur raconta de vieux contes de fées, tandis que la veilleuse projetait des ombres fantaisistes sur les murs et le plafond. Ils avaient l'impression d'être entrés tous les trois dans un monde inconnu où des défis de taille les attendaient. Mais ensemble, ils surmonteraient tous les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin le lendemain. Madame Gordon se rendit rapidement aux pompes funèbres et la facture des services fut réduite de moitié. Aaron s'en moque. Tout ce qu'elle voulait, c'était que l'adieu se déroule comme prévu. Un jour plus tard, tout était prêt. L'enterrement fut simple. Aucun des amis de Boisson ou des prétendants n'est venu, peut-être parce qu'ils n'étaient pas au courant. Seuls quelques voisins, Cooper et Aaron, étaient présents. Il fut décidé de ne pas emmener Mindy. Les voisins au grand cœur éprouvaient une réelle sympathie pour les enfants orphelins, même si la défunte n'avait pas été tuée de son vivant. Ils ont collecté une petite somme d'argent, suffisante pour couvrir le reste du coût des funérailles. Hélène était plus belle dans la mort que dans la vie. Aaron n'avait pas vu une expression aussi calme et paisible sur son visage depuis longtemps. Il avait l'impression qu'elle allait ouvrir les yeux à tout moment et s'étonner d'être couchée dans un cercueil. Cette pensée absurde persistait dans l'esprit d'Aaron, ce qui l'empêchait de contrôler ses émotions. Les larmes coulent sur son visage tandis qu'elle se dirige vers le cimetière. Cela devint un peu plus facile lorsque le cercueil fut déposé au fond de la tombe et que les hommes munis de pelles commencèrent à remplir de terre. Les quelques personnes qui avaient assisté au départ d'Hélène se dispersent. Les enfants s'embrassent et se recueillent en silence sur la tombe de leur mère. Leurs relations se sont améliorées encore plus qu'avant. Chacun connaît ses responsabilités. Tous les jours, Cooper emmène sa petite sœur au jardin d'enfants, sur le chemin de l'école, et la récupère au retour. Il aidait aussi à la maison et faisait ses devoirs le soir. Aaron suivait ses cours et, l'après-midi, elle se dépêchait de nettoyer l'usine. Grâce au patronage de Madame Gordon, elle a pu obtenir ce travail. Même Mindy a cessé d'être grincheuse le matin et a commencé à aider à la maison. Cependant, la pensée de son frère nouveau-né ne quitte jamais l'esprit d'Aaron. Où es-tu? Que t'est-il arrivé? Bientôt, j'aurai 18 ans et j'essaierai de trouver où tu es et comment te ramener. Attends-moi. Je te retrouverai. Et la jeune fille y pensait chaque soir avant d'aller se coucher. Un soir, après avoir fait le ménage, Aaron rentra chez elle et trouva deux femmes inconnues dans leur appartement. Une brune aux cheveux courts, portant un costume sombre et d'épaisses lunettes, était assise à un bureau et écrivait quelque chose. L'autre femme, une blonde portant une veste couleur moutarde sur une robe noire en tricot, se tenait devant Mindy et Cooper. Ces derniers, assis sur le canapé, avaient l'air d'animaux effrayés. Visiblement, la femme venait de les intimider. Ah, voilà Aaron. Nous t'attendions, s'exclama l'invitée blonde. La chaleur de sa voix contredit son apparence froide et officielle. Je m'appelle Madame Parker et voici Madame Blake, dit la femme à l'accueil en regardant la jeune fille par-dessus ses lunettes. Nous représentons le service de protection de l'enfance. Aaron comprenait déjà ce qui se passait, mais une lueur d'espoir d'une issue positive subsistait dans son cœur. Nous avons reçu des informations concernant 3 enfants mineurs qui vivent ici sans surveillance, poursuit Madame Parker. J'aurai 18 ans dans quelques mois, s'empresse de préciser Aaron. Chérie,
légalement, tu es encore un enfant pour quelques mois. Ta famille a vécu une tragédie et l'État te confie la garde de tes enfants. Nous sommes là pour t'aider, explique le fonctionnaire, affectueux mais ferme. Préparez vos affaires, les vôtres et celles des plus jeunes, dit-elle. Mais nous nous débrouillons très bien. Nous sommes propres et nous avons tout ce qu'il nous faut. Aaron a essayé de prouver sa valeur. L'assistante sociale secoue la tête d'un air condescendant. Son regard se figea, tout autour d'elle, et son ton n'admettait aucune objection. Rassemblez vos affaires. Il n'y a rien à discuter. Vous ne pouvez pas nous renvoyer comme ça, ce soir. Les nerfs de la sœur aînée commencèrent à s'effilocher pour laisser place au désespoir et à l'impuissance. Non seulement nous pouvons le faire, mais nous devons le faire. La femme l'assure calmement, ne nous obligez pas à appeler à l'aide ou à utiliser la force. Cela ne ferait qu'effrayer les plus jeunes. Le visage baigné de larmes, Aaron rassemble les affaires essentielles et les 3 orphelins partent vers l'inconnu. Pendant quelques jours, ils sont restés au même endroit avec une dizaine d'autres enfants. Les éducateurs leur ont attribué une chambre séparée, leur ont fourni de bons repas et les ont laissés tranquilles. Cooper et Mindy n'ont jamais quitté Aaron. Ils étaient concentrés, mais calmes. Aaron avait déjà accepté la situation et décidé qu'il pourrait attendre qu'elle devienne adulte dans ces conditions, tant qu'ils ne seraient pas séparés. Cependant, il s'est avéré qu'ils attendaient une distribution. 3 jours plus tard, une voiture avec des travailleurs sociaux est arrivée pour récupérer Mindy et Cooper, tandis qu'Aaron devait se rendre dans un autre orphelinat. Son cœur a été déchiré par les pleurs de sa petite sœur. Aaron l'a embrassée pour lui dire au revoir et a juré, à travers les larmes, qu'elle les retrouverait bientôt et les emmènerait. Cooper a vécu la séparation en silence, se contentant de dire nous t'attendrons en montant dans la voiture. Un morceau de l'âme d'Aaron a été emporté dans une direction inconnue, avec son frère et sa sœur, et le froid s'est installé à l'intérieur. Dans son nouvel environnement, Aaron resta assise sur le lit de la chambre de la jeune fille pendant plusieurs jours, anéantie et indifférente à ce qui l'entourait. Les autres filles ne s'intéressent guère à la nouvelle venue. Dans l'orphelinat. Elles avaient leurs propres règles et peu de sympathie les unes pour les autres. Certaines filles du même âge maltraitent et volent les plus jeunes. Témoin de tels incidents, Aaron imaginait qu'il pouvait s'agir de son frère et de sa sœur, et une fois, elle n'a pas pu le supporter et a pris la défense de l'enfant maltraité. À partir de ce moment-là, elle est devenue la victime à son tour. Il gâchait sa nourriture dans la salle à manger, restait dans ses vêtements et se plaignait à ses professeurs. Aaron a compris que sa vie ne s'améliorerait pas et que se plaindre aux professeurs ne ferait qu'empirer les choses. Finalement, elle a osé s'enfuir. Cela s'est fait spontanément. Elle est simplement sortie, vêtue de ce qu'elle portait, et a franchi la grille que quelqu'un avait oublié de fermer. Dans sa poche, elle n'avait qu'un vieux bus et un téléphone qui appartenait à sa mère décédée et une petite somme d'argent qu'elle avait économisée avant de se retrouver à l'orphelinat. Par chance, un bus s'arrête à l'arrêt de bus situé à 50 mètres de l'orphelinat. La décision a été prise soudainement. Elle a eu l'impression de voyager pendant une éternité dans un endroit lointain, sans aucun plan. Et la jubilation d'une libération inattendue a vite été remplacée par l'incertitude quant à la justesse de ses actions. Alors que de petites et jolies maisons aux toits colorés entourées de verdure remplacent les gratte-ciel esthétiques, le bus s'arrête soudain à l'un des arrêts et le chauffeur annonce bruyamment l'arrêt final. Le bus débarque ses derniers passagers, fait demi-tour et s'en va, laissant derrière lui un nuage de poussière. Erin se retrouve à la périphérie de la ville. L'inconnu est à la fois effrayant et exaltant, mais elle ne veut pas revenir en arrière. Elle ne pouvait pas non plus rentrer chez elle. Car c'est d'abord là qu'il la chercherait. Son regard se posa sur un panneau avant la sortie de l'autoroute. On pouvait y lire Lackville. La mémoire est une chose étonnante. Parfois, des sons, des images ou des conversations qui ont été accidentellement capturées et stockées dans les profondeurs du cerveau humain refont surface. Ce fut l'un de ces moments. Erin s'est immédiatement souvenue d'une conversation qu'elle avait entendue au supermarché l'année dernière entre 2 dames âgées. C'est dommage que je n'ai plus la force de m'occuper de ma maison de vacances, depuis que mon Paul est décédé. Je n'y suis pas allée depuis 3 ans, et c'est une si jolie petite maison avec un petit terrain.
Êtes-vous allé à Laqueville Village? Ma maison est celle qui se trouve le plus à l'extérieur, avec un toit et des volets bleus. Mon mari et moi l'avons peinte de cette façon. Mon mari et moi l'avons peinte de cette façon pour commémorer notre lune de miel sur l'île de Santorin. Un plan s'est formé de lui-même pour s'installer dans cette maison d'été et y rester jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte. Erin sortit l'argent de sa poche et le compta. Le plan fut immédiatement complété par un autre élément. Il était urgent de trouver un emploi. Après une quinzaine de minutes de marche sur le chemin forestier, la maison recherchée apparut dans un flou bleu. Erin poussa le portail, qui s'ouvrit en grinçant. La négligence de la petite parcelle et l'absence d'entretien de la maison étaient frappantes. Le chemin menant au porche était à peine visible à travers l'herbe, et les volets poussiéreux, décolorés par le soleil, étaient fermés et couverts de lierre. Par précaution, la jeune fille frappa à la porte, mais bien sûr, il n'y eut pas de réponse. La porte était fermée à CL et au bout d'un certain temps, Erin souleva le paillasson sale et découvrit une petite clé sous le paillasson. La pièce à l'intérieur sentait la poussière et l'humidité. Sans grand espoir. La jeune fille appuie sur l'interrupteur situé à droite de la porte et, miraculeusement, une faible ampoule éclaire l'espace situé sous le plafond bas. Ce coup de chance l'incite à poursuivre son exploration. Et la drôle de maison se compose d'une chambre à coucher, d'un salon et d'une cuisine. Cependant, tout ce qui est nécessaire à une existence modeste s'y trouve. Un lit, un canapé, une table, des chaises et un poêle à bois dans un coin, ainsi que divers ustensiles. Dans la chambre à coucher, une bibliothèque poussiéreuse indiquait que la femme âgée et son mari étaient des passionnés de livres. Erin a passé toute la journée à nettoyer la maison. Le soir, fatiguée mais satisfaite, la jeune fille s'assit sur le porche en bois, sentant encore la chaleur de la journée étouffante. Ses pensées se tournent alors vers sa famille. L'image du regard nostalgique de son frère et du visage en larmes de sa petite sœur la hantait. Bien qu'Erin ne comprenne pas très bien comment elle pourrait réunir sa famille, elle se promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour la retrouver. Le lendemain, Erin s'est mise à la recherche d'un emploi. La tâche n'est pas facile. Elle a parcouru sans relâche les annonces de toutes les sources disponibles. La plupart des offres d'emploi exigeaient un passeport. Après avoir pesé le pour et le contre, Erin a décidé de proposer ses services en tant qu'aide-soignante dans la section des annonces gratuites. À sa grande surprise, le lendemain, son téléphone a sonné et une voix féminine joyeuse lui a dit « Bonjour, je vous appelle à propos de l'annonce. Je m'appelle Brenda. Êtes-vous toujours à la recherche d'un emploi d'aide familiale ?» Erin s'empresse de préciser « Oui, mais j'habite loin de la ville. » À sa grande surprise, la femme a répondu avec enthousiasme. « C'est excellent. Cela vous intéresserait-il de travailler à domicile ? Mon mari est cloué au lit et cela fait un moment qu'il veut aller au village. Bien sûr. J'ai promis une rémunération équitable, et je peux même payer un supplément si nécessaire. Après un moment de réflexion, Erin accepte. C'est bien. Donnez-moi l'adresse, et je viendrai faire connaissance et régler les derniers détails, dit Brenda. 3 heures plus tard, une Jeep rouge s'est arrêtée devant le portail. Brenda était une superbe brune vêtue d'un pantalon moulant et d'un chemisier rouge vif. Ses cheveux noirs rehaussés, ses lèvres siliconées et ses cils anormalement longs lui donnaient l'apparence de quelqu'un qui avait probablement passé beaucoup de temps dans les salons de beauté. L'apparence sobre d'Erin, son absence de maquillage et ses cheveux blonds foncés tressés semblaient répondre aux attentes de la jeune femme en matière d'aide-soignante. Brenda, craignant de se salir, regarda autour d'eux. La modeste demeure avec une pointe de dégoût. C'est génial. C'est parfait. Marmonna-t-elle, surprenant la future aide-soignante. Les tentatives d'Erin pour discuter de l'état de santé et des soins du mari de Brenda ne donnèrent aucun résultat. La femme se contenta de sourire et de dire « Oh, je m'inquiète, vous apprendrez à vous connaître et vous discuterez de tout demain matin. » Le lendemain, une voiture spécialisée est arrivée et 2 infirmiers costauds ont transporté l'homme handicapé sur un brancard dans la maison.
Après avoir déposé un petit sac contenant ses affaires sous le porche, ils sont partis sans dire un mot. Et la jeune fille était désormais seule avec un inconnu dans une maison inconnue. Le nouveau locataire avait une trentaine d'années, une barbe hirsute et une expression épuisée sur le visage. Ses cheveux châtains étaient en désordre, n'ayant pas été coiffés par un coiffeur depuis longtemps. Ses yeux gris et tristes fixent le plafond avec indifférence. Je m'appelle Erin. La jeune fille décida d'établir un lien immédiat et sourit chaleureusement. L'homme tourna la tête à contre-séhure et observa l'infirmière pendant un moment. Il ne s'attendait pas à voir une fille aussi fragile dans ce rôle. Les longs cheveux blonds foncés d'Erin étaient soigneusement attachés en queue de cheval. Ses yeux bleus naïfs rayonnaient d'une inquiétude et d'une gentillesse sincère. Oh, ce n'est qu'une fille. Comment peut-elle m'aider, pensa-t-il, et il se présenta à voix basse. Michael. Erin répondit, enchantée de vous rencontrer. C'est votre femme qui m'a engagé, mais malheureusement elle ne m'a rien dit sur vous. Michael eut un sourire amer et répondit sarcastiquement. Il n'est pas étonnant qu'elle ne sache rien de moi. Erin essaya d'imaginer ce que cela pouvait être pour un homme fort et en bonne santé de devenir soudainement impuissant et dépendant des autres. Elle se sentit désolée pour Michael. Elle s'assit près du lit et demanda, « Peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Sa franchise et sa naïveté enfantine l'ont conquis. Depuis longtemps, personne ne s'était intéressé à son bien-être. Soudain, il a ressenti le besoin de partager ses sentiments avec quelqu'un. Michael était propriétaire d'une entreprise de construction assez prospère depuis de nombreuses années. Comme il se concentrait sur le développement de son entreprise, il n'a jamais trouvé le temps de fonder une famille. Cependant, il y a environ 2 ans, ses parents sont décédés l'un après l'autre et il a été envahi par un sentiment de solitude sans fin. Et la grande maison a été abandonnée du jour au lendemain et Michael n'avait aucune envie de retourner dans cet endroit où il n'entendait que l'écho des pas et le faible bruissement des rideaux qui se balançaient dans le courant d'air. Cependant, le rêve d'une famille forte et aimante persiste dans son cœur. Bientôt, lors de la fête d'anniversaire d'un ami, il rencontre Brenda et leur passion les emporte au rythme du tango. Malgré les avertissements de ses connaissances sur le caractère douteux de Brenda, Michael est subjugué par elle. Leur première rencontre débouche rapidement sur un mariage. Cependant, après le mariage, le voile de l'amour a lentement commencé à se dissiper. Brenda n'était pas faite pour la vie de famille. Elle n'avait aucun désir d'enfant et préférait passer son temps en dehors de la maison, loin de son mari. Les clubs, les fêtes et le shopping constituaient l'essentiel de ses rêves. Après une longue journée de travail, Michael rentrait souvent dans leur maison sans vie et réchauffait une part de pizza périmée de la pizzeria voisine. À sa grande honte, il ne comprenait pas pourquoi il avait épousé Brenda. Leur relation s'est détériorée et Michael a fini par parler de divorce. Pour éviter de perdre son mode de vie aisé, Brenda a promis de changer. Pendant un certain temps, elle s'est efforcée d'être une épouse tranquille et domestique. Mais Michael a senti qu'elle manquait de sincérité et le couple s'est éloigné. Il y a 2 mois, un désastre inattendu s'est abattu sur le couple. Michael a été cambriolé et brutalement battu sur le pas de la porte de son bureau. Les médecins ont réussi à lui sauver la vie, mais sa blessure à la colonne vertébrale l'a laissé handicapé. Son corps est devenu presque incontrôlable et les rares mouvements qu'il pouvait faire étaient extrêmement difficiles et provoquaient des douleurs atroces. Le pronostic du médecin est décourageant. Les conséquences de la blessure le confineraient au lit de façon permanente. Les agresseurs n'ont jamais été retrouvés. Les caméras de sécurité étaient éteintes ce jour-là et il n'y a eu aucun témoin. Brenda ne lui a rendu visite à l'hôpital que 2 fois. Essentiellement pour discuter de l'avenir de l'entreprise. Les employés de l'entreprise se sont plaints de l'ingérence de Brenda dans les affaires de Michael. Ses tentatives de tout reprendre ont échoué car elle n'a pas d'expertise dans le secteur de la construction. L'entreprise ne survit que grâce au projet passé. Et la dépression s'installant, Michael se désintéresse de tout. Son monde s'est effondré. Même en rentrant chez lui, les choses ne se sont pas arrangées. Brenda l'accueille avec un faux sourire et tente de le convaincre de vendre l'entreprise avant qu'il ne soit trop tard. De plus,
la jeune femme ne cachait pratiquement plus la cause à son amant. Michael se sentait physiquement répugné par le fait d'être sous le même toit qu'elle. Il était prêt à partir n'importe où, même au bout du monde. Lorsque Brenda lui proposa de quitter la ville, il accepta immédiatement. À ce stade, il ne se souciait plus de rien. Il y allait pour mourir. Tu seras mieux dans la nature. Une infirmière s'occupera de vous. Dès que j'aurai vendu l'entreprise, je viendrai te voir tout de suite. Vendons aussi la maison. Pourquoi avons-nous besoin d'un bâtiment de 3 étages maintenant? Se demanda Brenda. Michael resta silencieux. Le dégoût qu'il éprouvait pour sa femme l'empêchait de parler. Lorsqu'Erin entendit son histoire, elle fut choquée et voulut l'aider de toutes les manières possibles, mais elle ne savait pas comment. Voulez-vous que je vous prépare quelque chose? Fut la seule chose qui lui vint à l'esprit. Michael sourit gentiment pour la première fois. Après sa confession sur sa vie ratée, il se sentait soudain léger et libre. Je veux des pommes de terre sautées. Répondit-il. C'est ainsi qu'ils ont commencé à vivre ensemble. Erin s'occupait habilement de son protégé. Elle cuisinait, nettoyait et lavait. L'homme se sentit enfin assez fort pour essayer d'améliorer son état. Elle se souvint de tout ce que les thérapeutes lui avaient dit et commença lentement à faire des exercices. Michael ne voulait pas l'accabler et faisait des efforts incroyables pour se déplacer, même si chaque mouvement lui causait une douleur insupportable. Avec l'aide d'une canne, il peut maintenant faire quelques pas. Chaque pas est douloureux, mais il refuse d'abandonner. Il ne voulait pas paraître inutile et impuissant aux yeux d'Erin. Avec le temps, Michael avait développé de forts sentiments pour cette jeune femme attentionnée et compatissante, mais il ne savait pas encore comment gérer ses émotions. Le soir, elle allumait des bougies parce que la petite lampe n'éclairait pas suffisamment et il lisait de vieux livres laissés par le vieux propriétaire de la maison. Ils entamaient ensuite de longues conversations sur divers sujets et Michael décrivait les pays qu'il avait visités. Lorsqu'il n'avait plus rien à se dire, ils s'asseyaient ensemble en silence et observaient les ombres étranges qui dansaient sur les murs. Un lien fragile et spirituel s'établit chaque jour un peu plus entre UX. Et la jeune fille admire cet homme intelligent et digne de confiance. Un soir, elle décida de lui raconter sa triste histoire. Michael resta silencieux pendant un long moment avant de lui dire « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Pour une raison ou une autre, la jeune fille le crut. Elle se rendit compte qu'elle aimait cet homme depuis longtemps. 2 âmes solitaires au destin tragique ont été réunies. Quelque temps plus tard, Brenda arriva à nouveau, accompagnée cette fois d'une femme étrange qui semblait être son opposé. Et la femme était de petite taille, portait un costume d'affaires noir et une grande mallette en cuir. C'est la notaire. Brenda la présenta nonchalamment à Erin à l'entrée et son regard déterminé et assoiffé de sang révéla ses intentions. En voyant Michael au lit, Brenda a été déconcertée. Michael, tu as l'air en forme. Son ton ne pouvait cacher sa surprise et son irritation. Rencontrons un nubar. Elle nous aidera à rééditer les documents. Pour la réémission des documents, qu'est-ce que tu veux dire? Michael fait semblant de ne pas comprendre ses intentions. Chérie, nous avions un accord, tu te souviens? Nous avons décidé de tout vendre pendant que ton entreprise est encore à flot. Nous aurons ainsi de l'argent pour poursuivre ta rééducation et vivre décemment. Mais nous devons nous dépêcher. La situation de l'entreprise empire et j'ai déjà trouvé un acheteur pour la maison. Je souffre loin de toi et je dois faire tout ce travail au lieu de m'occuper de toi. Finissons avec ce fardeau et je pourrai enfin me consacrer à TOI.ET pour t'épargner cette peine. Nous avons décidé qu'il serait préférable de le mettre à mon nom pour que je puisse le faire. Chérie, toi et moi en avons déjà discuté et tu étais d'accord. Je n'ai rien accepté et je ne te céderai rien. Le visage calme du mari exaspère la femme égoïste. Mais Michael, nous en avons discuté et j'ai tout arrangé. J'ai même amené un notaire. Tu n'as qu'à signer. Elle s'obstine à le presser. Il n'y aura pas d'accord. Répondit fermement l'homme en s'adossant à son oreiller. La conversation avec Brenda avait aggravé son mal de tête déjà sévère. Mais tu n'as plus besoin de tout cela.
Tu es comme ici pour le reste de ta vie. Mais je suis encore jeune. Je dois encore vivre. Brenda l'a dit avec colère, incapable de se contrôler. J.E.T. dit tout ce que je voulais te dire. Michael ferma les yeux, espérant que Brenda quitterait au plus vite son sanctuaire temporaire. Brenda regarda le notaire, l'implorant silencieusement. Mais la notaire secoua la tête. Se mordant la lèvre, l'épouse se calma au prix d'efforts visibles et tenta de se justifier. Michael, je suis désolée. Je m'inquiétais pour toi. C'est pour cela que j'ai craqué. Repose-toi. Mon cher. Repose-toi. Je reviendrai plus tard. Et la délégation officielle est partie immédiatement. Avant de partir, Brenda s'est approchée d'Erin et lui a chuchoté, « Écoutez, j'ai peut-être oublié de vous le dire quand je vous ai engagé, mais l'état de mon mari ne fera qu'empirer. Le médecin a dit que rien ne pourrait l'aider. Vous n'avez pas besoin de faire tant d'efforts. Il suffit de verser un peu de bouillon dans un bol une fois par jour, et je vous paierai davantage. Beaucoup plus. J'espère que vous me comprenez bien maintenant. » Brenda plongea son regard dans les yeux clairs de la jeune fille. Puis elle partit dans sa belle voiture, laissant derrière elle l'odeur persistante de son parfum de luxe. Erin frémit devant de telles admonestations, mais reprit rapidement son sang-froid. Elle ne laisserait pas Michael s'inquiéter, surtout après une visite aussi inattendue. La pièce était encore imprégnée du parfum luxueux de Brenda. Et la jeune fille ouvrit grand la fenêtre, s'assit sur la chaise près du lit et posa sa paume sur le front de Michael. L'homme ouvrit les yeux et le mal de tête commença à s'estomper lentement. « Quelle chance j'ai de t'avoir, Erin, » murmura-t-il tendrement, en serrant doucement sa paume étroite dans ses mains. Il la porta lentement à ses lèvres et l'embrassa doucement. La jeune fille sourit doucement et dit, « Prenons du thé. » Le lendemain, Erin avait besoin de réapprovisionner ses modestes réserves de nourriture dans un petit magasin local. À côté du magasin, il y avait une jolie maison de 2 étages en briques blanches et couverte de tuiles vert émeraude. Plusieurs voitures étaient garées devant, et il y avait parfois une longue file de personnes, dont certaines se déplaçaient à l'aide de béquilles. Dans un magasin, Erin interroge la vendeuse sur cette maison et ses habitants. « Ah! C'est la maison de Bernard. C'est notre sorcier, notre rebouteux, un homme remarquable. » répondit la vendeuse rousse. « Beaucoup de gens font appel à lui. Il a guéri le mal de dos de mon beau-frère qui durait depuis longtemps. » Elle poursuit en comptant la monnaie. « C'est cher ?» demanda timidement Erin. « Oh, non. Bernard ne refuse jamais personne. Il a ses propres principes. Il prend tout ce qu'une personne peut donner. J'ai entendu dire qu'un homme d'affaires lui avait même offert une voiture après la guérison de son fils, mais il a refusé ce cadeau si généreux. Erin a quitté l'épicerie et s'est rendue dans cette maison. Saisissant une occasion inattendue, elle était déterminée à ne pas la laisser passer. Une lueur d'espoir s'est allumée en elle, la réchauffant de l'intérieur. Une heure plus tard, le dernier patient est parti et Erin a appuyé avec confiance sur la sonnette. Presque immédiatement, un homme grand et costaud d'une 60aine d'années est apparu. Elle portait une chemise en coton et un pantalon ample gris clair qui ressemblait à une combinaison chirurgicale. Ses mains puissantes ressemblent à des pelles et pourraient probablement tordre un fer à cheval sans effort. Bonjour, vous êtes Bernard ? La voix d'Erin tremblait d'excitation. Oui, je suis Bernard, répond l'homme. Ses yeux presque noirs et perçants la fixaient sous ses sourcils broussailleux. Erin, essayant d'être concise et de ne pas perdre le temps précieux du guérisseur, dit « Je m'occupe d'un homme. Il a 33 ans et est blessé au cou et à la tête. » Bernard acquiesce et dit « Amenez-le demain à 9 heures. Nous habitons tout près, sur la 5e rue, la dernière maison, » ajoute Erin avec de grands yeux suppliants. D'accord, je passerai dans la soirée, acquiesça brièvement le guérisseur avant de disparaître dans la cour. Vers 7 heures, alors que le fils s'était déjà couché derrière la maison d'été, Bernard arriva. Il examina soigneusement le nouveau patient, sondant son cou, sa tête, puis descendant la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Michael a crié de douleur à certains moments. Erin s'assit dans un coin,
se sentant comme un moineau dans le froid, son cœur se brisant à chaque bruit de douleur. Oui, il n'est pas trop tard. De quand date la blessure? Bernard demande attentivement, en regardant le patient dans les yeux. Il y a 3 mois, répond Michael. J'y vois, dit sérieusement le guérisseur. Voulez-vous vivre? Oui, je le veux, répondit Michael avec le même sérieux. Ce ne sera ni facile ni rapide, a déclaré Bernard. Il se tourna vers Erin et lui dit, sors, ma fille, va marcher pendant 1 heure. Obéissante, Erin se dépêche de sortir de la maison. Mais sa poitrine angoissée l'empêche de profiter de la promenade. Elle pria silencieusement, s'il te plaît, fais que ça marche, Seigneur. Erin attendit anxieusement près de la clôture penchée jusqu'à ce que Bernard émerge. Il avait l'air épuisé. Sa chemise était trempée de sueur. J'y reviendrai demain à la même heure, l'informa-t-il brièvement, répondant à sa question tacite. Il est ensuite rentré tranquillement chez lui. 2 semaines après le début du traitement, des améliorations notables sont apparues. Le corps de Michael est devenu plus réactif. La douleur s'estompa et il put marcher avec une canne. Chaque pas et chaque mouvement le tourmentait moins. Finalement, il a pu descendre les marches du porche et franchir le portail. Lentement, mais sûrement, il se rendit par ses propres moyens aux séances du guérisseur. À eu début, le voyage lui a semblé ardu, mais Bernard a insisté pour qu'il fasse un effort constant. Tout au long du processus de guérison, Erin ne l'a jamais quitté. Encouragée, elle courait dans la maison pour faire les tâches ménagères chaque matin, et le soir, il y avait la promenade tant attendue avec Michael jusqu'à la maison de Bernard. Il rentrait tard, se tenant la main et admirant la nature. Bien que fatigué, il bavardait gaiement. Submergé par le bonheur. Michael s'est senti en confiance et a commencé à passer des appels professionnels pour se tenir au courant de l'évolution de la situation. Un jour, se sentant suffisamment fort, il a pris un taxi et s'est rendu à son bureau. Voyant leur patron absent depuis longtemps, les subordonnés ravis l'entourèrent, impatients de lui serrer la main. Vous avez l'air en pleine forme. Vous êtes enfin de retour, l'homme entendit la joie sincère de tous. Michael entra dans son bureau sans frapper et vit Brenda en train de trier une pile de papier avec une pile de dossiers à proximité. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-elle en levant la tête d'un air hautain et mécontent, mais son expression se transforma rapidement en surprise et en un sourire de travers. Bonjour, Brenda. Michael anticipa sa réaction et entra rapidement, en s'appuyant légèrement sur sa baguette. La femme sortit de derrière la table, réfléchissant frénétiquement à ce qu'elle allait faire. Elle avait l'air spectaculaire comme d'habitude, un chemisier blanc dont les 2 premiers boutons étaient défaits, une jupe moulante en cuir noir et des talons aiguilles laqués. Un maquillage éclatant complétait son look. On aurait dit qu'elle allait s'étirer, défaire plusieurs autres boutons et tourner autour d'un poteau à tout moment. Michael, quelle joie! Quelle bonne influence la vie à la campagne a eue sur toi. Et tout cela grâce à moi. Explique-t-elle, se remettant rapidement de sa surprise et tentant de serrer son mari dans ses bras. Oui, grâce à toi, sourit Michael en s'éloignant d'elle. Qu'est-ce que tu cherches, Michael? J'essaie de sauver notre entreprise. Je m'en occupe lentement. Elle répondit en feignant le reproche. Nos affaires, dit Michael d'un air narquois, en se rendant à la table et en s'asseyant sur sa chaise. Tu n'as plus à t'inquiéter. Je prends tout en main et te libère d'un tel fardeau. Oh, Michael, je suis là depuis plusieurs mois, jour et nuit. À travailler sans relâche pendant que tu es en vacances dans la nature. Elle fait mine de s'indigner et fronce ses lèvres pulpeuses avec rancœur. J'ai entendu, Brenda, ce que vous avez fait jour et nuit. Alors, prenez vos affaires à la maison, et je vous verrai au tribunal. Oh, et j'ai enfin rencontré la fille de mes rêves. C'est elle qui m'a sauvé. Après avoir dit cela, Michael poussa un soupir de soulagement. Il avait enfin dit tout haut ce qu'il ressentait depuis longtemps. Et la brune sulfureuse devint violette, réalisant qu'elle n'avait plus rien à faire là. Non, tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement.
Elle se dit avec colère et sortit en claquant bruyamment la porte. Les employés de bureau avaient probablement deviné ce qui s'était passé dans le bureau du directeur. Ils murmurèrent d'approbation et se mirent à rire quand elle partit. Cela exaspère encore plus Brenda. Tout ne s'était pas déroulé comme prévu à cause de cette méchante course. Brenda ne peut plus réprimer sa rage. Assise dans la voiture, elle décroche immédiatement le téléphone et compose le numéro de l'aide-soignante. « Ah, espèce d'ingrate !» hurla-t-elle dans le combiné au lieu de saluer. « Qui t'a demandé de l'aider ? J'ai déjà presque tout fait. J'ai persuadé mon amant et son ami d'attaquer Michael. Et il a accepté de vendre l'entreprise. Vous avez tout gâché, bande d'idiots. » Après avoir déversé sa colère, Brenda faiblit, réalisant qu'elle en avait trop dit et raccrocha. Erin éteint l'enregistrement de la conversation et l'envoie immédiatement à Michael comme ils en avaient convenu. L'homme avait une idée de la personne à blâmer pour ses malheurs. Connaissant le caractère explosif de sa femme, il devait la provoquer pour obtenir des preuves. Ensuite, c'est une question de technique. Police, enquête et tribunal. Prenant les choses en main, l'homme d'affaires expérimenté a rapidement mis en place un flux de travail. Heureusement. Il n'est pas trop tard. Il a installé sa bien-aimée Erin dans son manoir et l'a demandé en mariage. Avec l'aide des relations de Michael, ils ont rapidement découvert où se trouvaient le jeune frère et la jeune sœur d'Erin. Le voyage jusqu'à l'orphelinat semble durer une éternité, mais Erin va enfin retrouver sa famille. Dans le hall, Mindy et Cooper attendent anxieusement l'arrivée d'Erin, accompagnés d'un professeur. Dès qu'ils aperçurent leur sœur bien-aimée, les enfants coururent vers elle avec excitation et la serrèrent fort dans leurs bras. Cooper, Mindy. Erin ne peut plus contenir ses émotions et des larmes de joie coulent sur son visage. Et la sœur cadette, incapable de parler, sanglotait elle aussi de manière incontrôlée, et même le garçon qui avait grandi au cours des 6 derniers mois ne pouvait cacher ses yeux joyeux. Il était impossible de rester indifférent à ces retrouvailles réconfortantes. À l'approche de Noël, toute la famille se prépare avec enthousiasme à la fête. Michael a ramené un énorme sapin de Noël et, avec l'aide de Cooper, l'a installé dans le grand salon, près de la cheminée. Tout le monde s'est amusé à décorer l'arbre avec des boules colorées, des glaçons étincelants et des guirlandes brillantes, le transformant ainsi en un spectacle magnifique. Ils ont réfléchi au menu de la table de fête, commandé des cadeaux, ri et joué. Au milieu de ces activités joyeuses, une pensée continue d'occuper l'esprit d'Erin. Où était son plus jeune frère ? Qu'était-il devenu ? Sentant la nostalgie de sa femme bien-aimée, Michael commença secrètement à rassembler des informations sur l'enfant. Un jour, en rentrant du travail, il pose les documents sur la table sans préambule. Erin le regarde avec surprise. Elle s'appelle Tommy, et il est à la maison des bébés. Il n'a pas encore été adopté, mais des parents potentiels sont en train d'être examinés. Il l'a informé. Erin s'est empressée d'attraper les documents et de les feuilleter frénétiquement. Ses lèvres tremblant et ses yeux se remplissant de larmes à mesure qu'elle lisait les mots sur le papier. Tommy, mon cher frère, comme j'aimerais te voir. Et la tendresse pour son bébé inconnu l'envahit. Elle serra son mari dans ses bras avec reconnaissance, les larmes coulant sur son visage. Merci, ma chère, d'avoir trouvé des informations sur lui. S'exclama-t-elle, sans oser poser la question principale. Michael comprit sans mot dire. Ce ne sera pas facile, mais je te promets de faire tout ce qui est possible et impossible pour nous le ramener. Erin le crut comme elle l'avait toujours fait. Maintenant, elle savait exactement ce qu'elle souhaitait pour la nouvelle année. Erin fut réveillée de ses souvenirs nostalgiques. Les oiseaux avaient déjà pris leur petit déjeuner et s'étaient envolés, occupés à leurs occupations. Dehors, les enfants jouaient joyeusement, se délectant des grandes congères et du jour de congé. Avec ses joues roses, sa veste blanche et son bonnet à oreilles, Mindy avait l'air d'un adorable petit animal. Son ami, le bulldog français, également vêtu d'un petit manteau de chien, jouait avec enthousiasme à proximité. Ensemble,
Ils construisaient une énorme grotte de neige. Le bruit de leurs rires joyeux et les aboiements du chien emplissaient le quartier. Pendant ce temps, le tonnelier, plus sérieux et réservé, faisait du ski dans les environs. Assis sur la balustrade, le gros et important Charot observait tout avec condescendance, ne voulant pas participer et se mouiller les pattes. Erin s'éloigna de la fenêtre et se pencha sur le berceau du bébé. Tommy dormait paisiblement. Il était si petit et si adorable. Il n'était revenu que récemment dans la famille, mais c'était comme s'il n'était jamais parti. Soudain, Erin a senti un battement dans son ventre, comme un petit oiseau. Elle savait qu'une autre vie se développait en elle. Un autre être humain précieux. Un sentiment de tranquillité et de bonheur envahit la jeune femme. Maintenant que tous les êtres qui lui sont chers sont proches, elle sait sans aucun doute que le bonheur réside dans la famille.